Alors, avant de commencer à prononcer ma conférence, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement la Maison du Banquet qui m'a invité pour à la fois pour me faire la joie et l'honneur d'ouvrir ce banquet, ce qui n'est pas rien, et ensuite pour le formidable accueil qui a été le leur depuis hier et à chaque fois que je viens. On m'a demandé très simplement et très ambitieusement de retracer ici les axes majeurs de ce que j'ai développé dans l'essai que je viens de sortir donc au PUF, après la littérature. Et donc c'est ce que je vais m'apprêter à faire en la croisant bien évidemment à l'aune de la question qui donne le titre de ces journées, c'est-à-dire Histoire du moi, Histoire du monde. Donc ma conférence s'intitule en toute immodestie Histoire du contemporain ou comment écrire après la littérature. Alors, je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous porter une bonne nouvelle, je le crains. Je suis venu ici pour vous dire, faire se trahir en vous, peut-être avec force, je l'espère, un sentiment critique, obscur et démesurément noirci d'horreur, un sentiment critique terrible qui vous étreint en silence et affleure en chacun de nous et qui, sans le dire, nous réunit ici comme autant de fidèles apeurés ou de prêtres égarés après la grande mort de leur Dieu. Car oui, peut-être, sans discussion possible, je suis venu confirmer ce que vous pressentez depuis quelques décennies, sans oser vous l'avouer, ce qui fonde comme à rebours l'histoire de moi, l'histoire de nous, l'histoire du monde, l'idée inouïe selon laquelle nous vivons dans un grand cadavre et que ce cadavre porte un nom, celui révolu et majuscule de littérature. Car oui, peut-être, faudrait-il le dire d'entrée de jeu, la littérature est morte. Telle serait ainsi l'histoire trouée de notre temps que je voudrais donner à voir ici avec vous cet après-midi, si vous me le permettez. Alors, terrible et infranchissable, ce constat liminaire, qui n'aura pas fini de vous étonner pendant la petite heure pendant laquelle je vais dérouler cette conférence, ce constat liminaire d'une fin, d'une mort de la littérature, ne doit pas être reculé à la lisière d'une approche de ce qui forme aujourd'hui l'écriture, de ce qui se tient au plus près de nous pour venir dire l'histoire du moi, l'histoire du monde. De fait, pour commencer à dire notre contemporain, il faudrait, je crois, immanquablement prendre au sérieux cette mort de la littérature qui rôde dans la critique, dans beaucoup de propos, comme un vieux fantôme impossible. Il faudrait la poser comme fondation noire de notre temps, de sa parole critique, mais aussi de sa puissance créatrice. Car de manière générale, cette mort de la littérature, dont on entend parler depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, comme une vieille idée terriblement fin de siècle, se tient toujours pour de nombreux écrivains comme un mauvais cauchemar dont il est aisé de se réveiller, ou encore une méchante rumeur qu'on peut aisément balayer d'un revers de main pour continuer à écrire comme si de rien n'était. On se souvient notamment tous de la une du Time Magazine de 2007 qui, dans son édition européenne, avait crié, on s'en souvient, à la mort de la culture française, dénoncée par Donald Morrison, qui déplorait alors inévitablement, avec la disparition de Piaf, la disparition de la littérature française. Chacun s'était dépêché, en revanche, pour contredire Morrison, d'apporter un cinglant démenti à ce qui était jugé comme une infâme calomnie, dont notamment, par exemple, Mark Weitzman, qui, avec énergie, avait au contraire clamé la grande vie de la littérature française. Non, monsieur Morrison, elle n'est pas morte, elle ne s'est d'ailleurs jamais aussi bien portée. D'ailleurs, la preuve, tout le monde écrit. Donc, il combattait ainsi toute idée de mort. Alors, Donald Morrison avait parlé pour rien, la vie pouvait alors tranquillement reprendre son cours, ce coup d'État n'était qu'une fausse alerte, et la littérature, reine, pouvait tranquillement descendre de son échafaud pour continuer à manger de la brioche. Pourtant, selon moi, comme j'ai tâché de le déployer dans mon essai, loin d'être une fable sans fondement, la mort de la littérature a bel et bien eu lieu. Contre toute attente, la littérature est morte, et le temps de cette mort est le nôtre. Elle est notre histoire commune au monde. De fait, écrire aujourd'hui consiste ainsi à écrire dans le grand après de cette mort, dans un grand après inouï où la littérature française a comme succombé à elle-même, où elle ne s'offre plus comme la puissance majuscule de nos jours, où elle a comme disparu. Tout se passe en fait comme si nous commencions à écrire dans un temps inédit, celui de ce que j'ai nommé une post-littérature, qui aurait enfin pris conscience
que tous les grands livres avaient été écrits avant nous et que l'écriture était irrémédiablement derrière nous. Comme si, finalement, Maurice Blanchot avait eu tort, comme si tous les livres à venir étaient déjà advenus derrière nous, comme si le dernier écrivain qu'il avait prophétisé, celui qui détiendrait le secret ultime de la littérature et le livre définitif, était déjà mort depuis un temps presque infini. Comme si notre époque, en fait, débutait son histoire précisément au moment où la mort de la littérature avait fini enfin par se produire. Et cette mort ne sera pas une mort qui sera niée, on le verra, mais une mort qui sera dépassée, une mort que la littérature qui vient prendra en charge intégralement à partir de soi, à partir du monde et de l'histoire qu'elle voudra en donner. Mais, je vois que vos sourcils se froncent, il faut d'emblée le préciser, si contemporain il y a, si certains écrivains, on va le voir, vivent la passion du présent comme un temps d'après-littérature, c'est que, plus que d'autres, ces écrivains dont il sera question ont peut-être compris qu'on ne pouvait plus ainsi faire, comme si cette mort n'avait pas eu lieu. Car, comme le dit très bien Nathalie Quintane dans Formage, la plupart du temps, le présent ne se voit pas. Fin de citation. Et sans doute convient-il de distinguer plusieurs morts ou disparitions de la littérature pour bien saisir pourquoi, depuis la fin des années 1990, nous sommes irréversiblement entrés dans un violent changement de paradigme critique et poétique, ce qu'il conviendrait de désigner comme l'ère de l'après, une sorte d'après-histoire, pourrait-on dire. C'est pourquoi il m'a semblé important, pour écrire l'histoire du contemporain, comme je l'indique dans l'essai, de distinguer avant tout plusieurs morts de la littérature selon les personnes, sinon les instances qui les énoncent, car toutes les morts ne se valent pas et toutes les histoires, on le sait bien, ne sont pas les mêmes. Deux morts de la littérature, donc, semblent devoir être distinguées. Il y a ce qu'il faudrait désigner tout d'abord comme une mort discursive de la littérature et ce qu'il faudrait nommer une mort poétique créatrice de la littérature. Car peut-être faudrait-il accepter de faire le deuil de ce qui n'est pas notre époque. Peut-être faut-il provoquer le deuil pour que les morts acceptent enfin d'être morts et d'être nos morts. Car nous nous tenons encore les uns et les autres, et moi compris, dans une idée usée du XXe siècle, une idée qui n'accepte pas de mourir en nous et qui pourtant est paradoxalement morte. Il faut donc, avant d'apercevoir notre temps, comprendre ce qui empêche la venue, car tout temps engage celui qui veut en tracer les arêtes les plus vives à entrer dans une éducation négative du contemporain, dont, si vous le permettez, je vais me faire, pour un petit quart d'heure, le guide attentif. Ainsi, il y aurait tout d'abord la mort discursive de la littérature, celle que j'ai nommée l'incontemporain, à partir d'un mot qui existe en français, c'est-à-dire invalide. Une mort qui s'offre comme l'outil discursif pour empêcher notre contemporain de venir à lui-même, une mort qui ne renvoie qu'à une rhétorique violemment mortifère et qui entend nous confisquer notre époque en la déconsidérant. C'est une mort puissamment réactionnaire, une mort qui souvent porte des accents de négation, qui nie le contemporain et se donne comme une longue déploration défaitiste. L'incontemporain n'est pas de notre temps, il est une parole du retard, c'est un d'ailleurs de ses contretemps majeurs. Qu'on se saisisse, notamment ici pour l'illustrer, des discours réactionnaires d'Antoine Compagnon, dont sa leçon inaugurale au Collège de France, significativement, plus qu'ironiquement, intitulée « La littérature, pourquoi faire ?» Ça, on se le demande, surtout quand on le lit. Le discours mortifère de Compagnon relève d'un anti-contemporain plus que d'une anti-modernité, à laquelle il a contribué à la théorisation, tant il déplore la disparition de la littérature, comme si de nos jours, il n'y avait désormais plus de grands écrivains, d'œuvres dignes de ce nom. On assiste là à une négation pure et simple du contemporain, par pure démission de toute intelligence critique et par méconnaissance de dédain, par méconnaissance à visage de dédain pour ce qui actuellement s'écrit. Notre temps présent, à suivre Antoine Compagnon, sera un temps mort et vide, sans intérêt. Tournons-nous alors vers le passé et enfonçons-nous dans un historicisme complaisant à visage de réaction. Notre temps n'aurait donc pas droit à son histoire propre, car sa littérature, est-il sous-entendu avec violence, serait nulle et non avenue. Telle est la loi essentielle de l'incontemporain, mais j'ai pris ici, je tiens à le préciser, le nom d'Antoine Compagnon comme, je dirais, comme un comportement générique. Il y en a d'autres, j'en donne d'autres, voilà, je n'ai pas le loisir ici de le détailler, mais il faudrait en fait en tracer plus profondément les axes critiques à la manière des portraits de La Bruyère dans les caractères, parce que c'est un comportement, en fait, tout ce qui anime, tout ce qui empêche le contemporain de venir à lui-même, c'est un comportement éminemment social. Voilà, c'est un fait de société plus qu'un fait critique en lui-même. Inversement,
Mais du côté de la création cette fois, une autre histoire empêche notre histoire de venir à elle-même. Cette histoire est décidément celle d'un XXe siècle qui n'en finirait pas de ne pas finir, tant il existe une notable part de la littérature actuelle qui n'a pas encore compris que la littérature était morte et qui écrit donc comme si de rien n'était, dans un constant retard à son propre temps. Ce sont eux que je nomme les mécontemporains et dont là aussi j'entends dresser les stratégies d'écriture. Les mécontemporains sont les grands égarés d'une histoire du monde et des formes qu'ils ne voient pas. Ce sont des aveugles, sauf qu'ils pensent à ne pas mettre de lunettes. Ce sont des grands attardés, les grands retardés des discours, et qui précisément écrivent dans une histoire immobile comme la pluie, qui n'aurait pas changé depuis le milieu du XXe siècle, et qui en dévidera à l'infini des questionnements identiques. Il y aurait pour moi deux variétés de mes contemporains. La première concernerait ce que j'appelle la modernité égarée, une modernité qui est devenue une parlure, un idiolecte, une modernité hantée des clichés de la modernité, une modernité qui serait morte sans s'en apercevoir et n'aurait décidément pas compris qu'elle était révolue. Elle ne sert plus que d'argument d'autorité pour venir justifier notamment de poussifs récits biographiques qui ne parviennent pas à s'assumer comme tels, comme par exemple la mode des exofictions, à savoir ces biographies de personnalités, de personnages célèbres, questionnés à travers les prismes convenus et post-blanchotiens usés jusqu'à la corde, de l'absence, de l'identité multiple, du manque à soi, bref, la modernité réduite à une ratiocination qui n'a désormais plus cours. On peut en donner un exemple très simple, c'est par exemple la 7e fonction du langage de Laurent Binet, qui met en scène Roland Barthes, tout le spéculaire de la modernité qui en faisait sa richesse, et devient ici un enjeu proprement spectaculaire et une parodie qui s'ignore absolument. À côté de ce premier mais contemporain, s'en tient un second, plus impuissant encore que le premier, c'est vous dire, qui dit combien l'histoire ne pourrait décidément pas s'écrire au présent. C'est ce que j'ai appelé le primitivisme égaré, c'est-à-dire la croyance en un récit un et unique qui saurait raconter les histoires mieux que personne, sans être entravé par l'écriture, terrible écran que le nouveau roman et toute son horrible vulgate nous auraient imposé. C'est une écriture sans écriture, une écriture qui en fait souffre d'exister, car il ne faut livrer ici que l'histoire, seule l'histoire compte, et l'histoire erre alors dans les clichés du romanesque. C'est par exemple les romans néo-naturalistes d'extrême droite de Michel Houellebecq, avec par exemple Soumission, ou encore les récits atlantistes, ce culte qui est apporté au roman américain, mais qui ne procède pas du roman américain, mais qui procède d'un cliché du roman américain que j'ai appelé le récit atlantiste. Par exemple, c'est les romans de Jérémy Fell chez Rivage, comme son récent Helena, qui est un roman américain qu'on pourrait dire en karaoké. Voilà. Ça, c'était le premier temps qui est nécessaire pour comprendre pourquoi justement on vit dans cette mort de la littérature. Cependant, mais ça ce n'est qu'un premier temps, cependant, à rebours de ce cassandrisme critique terrible, qui est un cliché d'époque, et de cet aveuglement d'écriture qui est une impuissance du temps, se dessinerait aussi et surtout le contemporain, qui lui ne tient pas de discours mondain de déploration, mais prend littéralement en charge cette mort, la narrativise, écrit à partir d'elle, sait que la littérature est révolue et qu'il faut écrire précisément à partir de ce point absolu d'effondrement, qu'il s'agit de recommencer l'écriture en nous, de la redébuter en nous, depuis cette disparition même, depuis la mort de la littérature, qui devient l'horizon premier de tout récit. Car l'histoire de soi, l'histoire de nous, l'histoire du monde reste encore à écrire pour ne pas être prise dans les autres histoires, celles qui n'en finissent pas de ne pas vouloir mourir et de faire durer le XXe siècle en nous. En ce sens, l'histoire qui nous échoit, celle de notre contemporain, relève d'une décision critique qui passe par une décision politique. Il nous faut créer le contemporain. Car comme le dit si justement encore Nathalie Quintane, un des auteurs les plus remarquables de cette post-littérature, le présent est un pullover gelé. Donc voilà, là on va dégeler le pullover, il faudra le faire revoir, le dégeler, le rendre à sa présence de temps ici, depuis ce souci que je nomme, à la suite de Stéphane Bouquet, un poète de la post-littérature, la revie, ou le redébut du monde dans les choses, qui tâche de surseoir à toutes les disparitions, que s'ouvre donc ce temps donc de post-littérature, où s'ouvrent donc les œuvres fondatrices pour notre temps, donc notamment de Célia Oudard,
Tanguy Viel, Stéphane Bouquet, Laurent Mauvigné, David Boss, Camille de Toledo, Antoine Vauters, Nathalie Quintane, Joris Lacoste ou encore Olivier Cadieux. C'est un aperçu de ce que peut être la post-littérature. Ce sont eux, nos contemporains, ceux qui vont faire de notre temps cette histoire qui surgit à la fin des années 90, entre 1997 et 1999, quand finalement la génération précédente a fini de s'écrire, de mettre son point final en entrant à son tour dans un processus de classicisation. Car ces écrivains surgissent depuis un tournant générationnel, quand s'achèvent les œuvres de leurs aînés, quand ils ont fini par trouver ce qui forme indubitablement leur histoire, à cette mort de la littérature, qui consiste donc à admettre qu'il s'agit en fait pour eux, à la fin des années 90, écrire à la fin des années 90, il s'agit d'admettre un point fondamental, c'est que commencer à écrire, c'est se retrouver devant ce que j'ai nommé une page noire. Car l'histoire de chacun est d'abord celle de la page noire, que tous découvrent avant d'écrire comme confiscation même du geste d'écrire. Morrison avait peut-être raison, mais pas de la manière dont il aurait aimé. La littérature est morte à force d'avoir écrit, à force d'avoir inventé toutes les manières de dire, à force d'avoir épuisé l'épuisement même. Dans un renversement de paradigme inouï, celui qui, à la fin des années 90, arrive devant son propre désir d'écrire, ne se tient plus comme auparavant devant une grande page blanche et vierge, une intrépide page immaculée qui se refuse à lui devant tous les possibles qu'elle expose et l'ouverture à l'infini de la création qu'elle laisse apercevoir. La page blanche est morte avec la littérature. Désormais, chacun s'affronte à une page noire, terriblement noircie, de ce que les uns et les autres ont pu écrire, ont pu déjà dire, rendant les horizons nuls, les poursuites vaines et l'écriture comme impossible à soi. Incarnant ce trop-plein de l'écriture, la page noire peut sans doute se donner à chacun comme un concept fondateur de notre temps et de son rapport à l'histoire, tant se mettre à écrire aujourd'hui revient à comprendre que la page blanche est donc un mythe absolument révolu. Le XXe siècle, cette grande traversée de l'écriture et cette invention permanente de livres définitifs a laissé chacun désormais devant cette page, terriblement encombrée et noircie, des livres complets qui l'ont précédé. C'est ce que j'ai essayé de retracer en micro-histoire du XXe siècle, c'est que la page noire n'arrive pas seulement à la fin des années 90, mais il y a une crise de la littérature majeure qui apparaît à la fin du XIXe siècle, notamment avec Proust. Donc Proust et Faulkner, Camus et Beckett, enfin Michon et Schnoz ont chacun à leur manière inventé un point final, mis un point final à l'écriture et ont tellement incarné la littérature qu'ils ont fini par la faire mourir pour ceux qui suivent. Taraudé par un hier terrible et écrasant, le roman au présent et à présent ne semblerait ainsi plus se concevoir ni s'appréhender que dans une confiscation généralisée, celle par laquelle il faut se rendre à cette cruelle et anéantissante évidence: tout a déjà été écrit. Beckett a tout épuisé, Blanchot a tout fatigué, Bernard a tout éteint et Sebald a tout détruit. Dès lors, une seule question, terrible et inavouable, résonne aux oreilles de chacun, tout du moins de ceux qui savent prêter l'oreille, et c'est la question fondatrice du contemporain: comment commencer quand tout est fini? Comment oser tracer encore un mot quand il ne reste plus aucun reste pour une parole neuve, une parole qui chercherait à ne pas vibrer de ce qui a déjà été écrit? Ou comme le dit Nathalie Quintane, décidément dans Chaussures, toute possibilité d'invention n'a-t-elle pas été étouffée par la trop grande rapidité et la complexité de l'évolution? Fin de citation. Car décidément, les dernières pages des derniers livres ont été tournées et il ne reste plus désormais que le rayonnage encombré des bibliothèques, ne pouvant désormais plus accueillir aucun livre supplémentaire. Écrire revient donc à la fin des années 1990 à découvrir, avant même d'écrire, que toute possibilité d'écrire est donc comme détruite. Avoir conscience qu'il s'agit donc avant tout d'affronter cette page noire, ce serait peut-être le premier pas vers l'écrire contemporain, à savoir une époque par laquelle le contemporain se donne comme un trou du temps dans lequel nous vivons, une non-histoire cinglante de vide. Écrire aujourd'hui consiste à désirer depuis soi-même revenir profondément de cette page et tâcher par tous les moyens de la rendre blanche, paradoxalement à nouveau. C'est ici que s'inventent des modalités pour revenir de cette page, c'est-à-dire autant d'histoires de soi pour revenir à un monde qui paraît confisqué et pour faire mourir cette mort même de la littérature afin d'enfin parvenir soi-même à écrire, tracer son premier mot après tous les points finaux et trouver ce qu'il faudrait désigner comme le contre-livre du contemporain. Les histoires de soi qui s'écrivent
sont donc peut-être des histoires post-livresques, des histoires d'un monde saturé de livres dont il s'agit d'énergiquement revenir. On peut prendre ici 3 écrivains emblématiques de cet intime, sinon atavique rapport fondateur et liminaire à la page noire. J'ai choisi, pour la commodité de l'exposer aujourd'hui, Camille de Toledo, Christophe Prado et Tanguy Viel, qui depuis leur moi et leur histoire particulière tentent d'offrir une issue, une vita nova à la littérature, depuis cette saturation qui semble pourtant indépassable. Il y aurait donc tout d'abord la page noire judaïque, celle de Camille de Toledo, qui devant tant d'écrits n'hésite pas à se qualifier, je cite, d'asthmatique de l'âme, et pour qui l'écriture précède le savoir, et le savoir, l'écriture, dans un geste d'indécidable. Camille de Toledo arrive en littérature en portant les traits d'un homme à l'âge immémorial, qui charrie avec lui toute la puissance livresque de la vieille Europe, meurtrie des guerres et des désastres. À lui seul, Camille de Toledo apercevrait depuis l'orée de son écriture le devenir ashkénaze et séfarade de toute parole, la somme de la culture juive de la Mitteleuropa. De l'adieu au XXe siècle jusqu'au livre de la faim et de la soif, en passant par l'inquiétude d'être au monde, Camille de Toledo constate que nous sommes invariablement pris dans un monde qui se fait, je cite, l'otage d'une politique de la faim, où les uns et les autres ne cessent de dire, comme Francis Fukuyama, que nous sommes entrés dans la fin de l'histoire et que tout désormais est fini. C'est le temps terrible des petites apocalypses et des grands malheurs, celui de l'hystérie des fins, où le monde, comme le dit encore Camille de Toledo, est friand de sa propre tragédie. Nous vivons ainsi dans un cimetière livresque, puisque selon lui, je cite encore, nous entrons dans un monde benjaminien où l'écosystème se contrefait, se duplique, se reproduit, partagé entre la déploraison de l'origine perdue et la célébration prométhéenne d'un paysage fabriqué. Nous ne touchons plus jamais terre. Une strate s'ajoute à l'autre, le réel se sédimente, des couches d'images recouvrent d'autres couches. Fin de citation. La page noire s'empare donc même de la matière du monde, dont l'histoire n'est plus que livresque. Il y aurait ensuite une deuxième figure de la page noire, la figure poétique de la page noire, celle déployée notamment par Christophe Prado, à laquelle l'auteur de La Souterraine va notamment prêter le nom de Mémoire. Notre temps ne nous appartient pas en propre, nous dit Prado, car le présent n'existe pas en soi et se donne avant tout comme un immense passé. Il n'existe à ce titre aucune virginité possible de l'écriture, aucune tabula rasa possible, tant nous vivons dans l'encombrement continu du patrimoine, tant tout pointe vers une mémoire omniprésente au présent. Une infinie tabula plena, où celui qui désire écrire ramasse avant lui tout ce qui traîne dans les livres, qu'il le veuille ou non. Nous serions donc les enfants tristes d'un XXe siècle involutif de la mémoire, dont l'écrivain dit d'ailleurs, je cite, « Le passé n'apparaît plus ordonné par une intrigue unifiante, pris dans un geste totalisant, ou qui se veut tel, mais incessamment reconfiguré par le subjectivisme assumé d'une mémoire. La page noire, donc, fin de citation, la page noire prive l'homme du référent et le jette dans une incessante référence mémorielle qui n'est plus une poétique du récit, mais aussi et surtout une poétique du vivre. La page noire nous a livré une histoire, celle d'un temps hypermnésique. Enfin, troisième et dernière figure que j'envisage ici, il y aurait la figure mélancolique de la page noire, celle que dessine Tanguy Viel dans son œuvre. Pour lui, l'auteur de cinéma, avant d'écrire, il y a devant soi tous les livres projetés qui ne parviennent pas à s'écrire, comme si l'histoire de l'écriture était plus grande, plus large, plus grande donc, des livres non écrits que des livres actés. La page noire est la somme des puissances d'écrire qui n'adviennent jamais dans aucun acte, comme si l'écrivain était toujours pris dans un devenir incapacitant, celui de son intense mélancolie devant les textes qui, de fait, ne viennent pas à lui. La page noire est si intense par sa mélancolie qu'elle engendre une aporée au carré, celle non pas d'une page noire, mais d'un livre noir. Le livre noir est, je cite, « ce qui, quand on veut le saisir comme puissance, nous brandit des actes, et ce qui, quand on veut le saisir comme acte, nous brandit des puissances. » Fin de citation. L'histoire de la page noire se donne ainsi comme une intime tragédie de soi, l'histoire la plus tue de notre temps. Mais cette mélancolie de Tanguy Viel, cette figure hébraïque de Toledo ou poétique de Prado ne sont pas à comprendre comme autant de résignation, mais comme autant de sursauts devant le sens, les effondrements et les désastres. Car judaïque, poétique ou encore mélancolique, ces trois hommes du livre
identifient chacun ce sentiment critique de la page noire avant de se mettre à écrire et vont élaborer leur patiente revenue à l'écriture depuis les livres définitifs qu'ils ont perçus comme entravant possiblement le leur. La page noire est donc un terme, mais aussi les conditions d'un redébut, d'un redépart de l'écriture, une fin qui se donne comme la possibilité d'un recommencement pour ceux qui ont précisément conscience d'elle. Écrire aujourd'hui, c'est donc paradoxalement trouver la page noire au commencement de tout et poser la fin comme prémisse à tout début. C'est depuis ce critère définitoire que j'ai réuni les différents écrivains que j'évoque et convoque dans l'essai, et cela aussi, petite parenthèse, en réaction à une idée aussi me semble critique, trop communément répandue au sujet du contemporain. En effet, pour nombre de critiques, le contemporain, ce sont avant tout ceux qui écrivent de manière indifférenciée. Il faut pourtant, je le crois, se méfier de l'effet d'écuménisme mou de la critique actuelle, qu'elle soit d'ailleurs journalistique ou universitaire. On voudrait toujours nous rendre compte du présent de l'écriture en cherchant toujours des tendances, en faisant des cartographies. Pourtant, moi, il me semble que le travail d'un critique, c'est pas de concurrencer Google Maps, c'est vraiment de faire un travail qui est un travail de choix et donc de rassembler des gens à partir de critères possibles. Dans beaucoup de critiques, c'est comme si tout le monde faisait la même pointure. Or, tous les cordonniers le savent, c'est un contresens philosophique sans retour. Ainsi, donc, devant une production contemporaine évidemment pléthorique, il faut, je crois, littéralement créer, au sens fort, le contemporain, prendre la décision de tracer des lignes de partage, dont la principale, donc, m'apparaît être la page noire, cette page qui force chacun à écrire après la littérature. C'est une décision, je crois, politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, à laquelle nous devons confier le contemporain et l'après-littérature. Et cette création du contemporain se fait à partir d'une idée ferme et tranchée. Il faut mettre à mort la mort de la littérature. Il faut faire décliner le déclin. Il faut en finir avec cette idée de la fin. Il faut se réveiller au lendemain des apocalypses. Tel serait le destin d'écriture qui appelle chacun depuis la page noire et engage donc à produire de soi et du monde ce que Walter Benjamin nommait dans des mots qui n'ont jamais sonné aussi juste qu'aux contemporains, c'est-à-dire une histoire à rebrousse-poil. Car il faudrait peut-être confier notre présent à une lumineuse réflexion, celle qui est proférée par le grand-père du narrateur de Homère, d'Antoine Waters. Il dit une phrase significative « Rien n'est la fin du monde ». Fin de citation. C'est ce qu'il lance en une formule hantée d'espoir et de salut recommencé. Car notre contemporain n'est pas celui de la fin. Peut-être est-ce la nouvelle que je vais vous porter ici finalement, après avoir joué les oiseaux de mauvais augure au début de cette conférence. Car rien ne meurt jamais, la fin ne s'achève pas, découvre Antoine Waters. La mort ne meurt pas, mais œuvre depuis les disparitions de chacun, depuis tous les désastres qui surviennent, à ce qu'il faudrait nommer une aperture de vivant. Contre Morrison et compagnons et leur chant de déploration, la littérature entend désormais opérer un sursaut, tant le contemporain veut revenir de la mort de la littérature sans pour autant la nier. Tel est le défi plus que délicat auquel le contemporain s'affronte. Qu'il s'agisse ici de Laurent Mauvigné, de David Bosc ou de Célia Oudard, encore, il s'agit de revenir de la mort, de ne pas la considérer comme un terme, mais du mot de Stéphane Bouquet, je cite, comme un redépart dans les choses et la vie. Il faudrait ainsi, comme le dit encore Stéphane Bouquet dans Les Amours suivantes et Nos Amériques, que l'écriture, je cite, invente la traduction littérale d'un mot sans mort, tant il s'agit là d'opposer, je cite encore, la post-vie à toutes ces morts qui ne cessent d'affleurer. Il ne faut plus être les hommes d'une seule mort, comme le suggère encore le dernier très beau récit d'Antoine Waters, Moi, Marthe et les autres, un récit d'après-apocalypse, de survivants qui se réveillent dans un monde entré dans une catastrophe, qui a oublié son nom dans le langage et qui revient de toutes les bibliothèques détruites comme de lumineux analphabètes. Waters, à l'enseigne de l'après-littérature, c'est une littérature dont l'histoire est celle qui entend revenir de la mort pour clamer un grand cri de vie, celui qui porte le nom emprunté à Nietzsche de la mort fati. Parce qu'écrire consiste désormais à se défaire de toutes les rhétoriques mortifères afin de leur opposer une vie vécue comme grande affirmation, comme acquiescement résolu à ce qui vient, à ce qui survient. Écrire dans la post-littérature intime ainsi de prendre parti pour la vie, comme le narrateur de Homère l'entend dire de son prof de français qui lui parle précisément et développe la notion d'amour, d'amor fati de Nietzsche. C'est pourquoi,
comme j'ai cherché à le définir dans ce livre, au lendemain d'une apocalypse et d'une mort où irréversiblement le néant a été manqué, il existe désormais pour le contemporain une littérature du grand après, qui ne doit pas se contenter d'ailleurs du terme de contemporain, mais qui doit trouver son nom dans la langue. Peut-être faudrait-il insister sur cette nécessité pour sortir de la page, pour sortir donc inachever cette mort de la littérature, comme s'il fallait non finir la littérature. Peut-être pourrait-on ainsi avancer notamment, à la place de contemporain, le concept et le terme de relittérature pour signaler ce mouvement de relève qui, je le rappelle, vient d'une traduction par Jean-Luc Nancy de Hegel. Il faut surseoir à la fin, dépasser dans l'écriture ce que Hegel nommait l'Aufhebung, qui, comme toute apocalypse, porte un double sens, celui d'achèvement, mais aussi bien celui de relève, au sens de recommencement, mais aussi bien de celui qui se relève d'entre les morts. Sans doute est-ce cette injonction même à repartir dont nous fait part Nathalie Quintane dans ses indispensables années 10. Je cite, « C'est donc qu'on attendrait la fin, au fond, qu'on attendrait sans cesse la fin pour pouvoir revivre normalement. Mais si la vie continue, et la vie continue, de toute façon et de toutes les façons, alors il n'y a rien besoin d'arrêter et tout est à poursuivre. Pourquoi les scanners ne marcheraient-ils plus ? Et pourquoi les chimiothérapies ne continueraient-elles pas à soigner les cancéreux ? Et pourquoi cesserait-on d'apprendre les mathématiques ?» Fin de citation. J'ai envie d'ajouter, et pourquoi n'écrirait-on plus ? Se devrait-on donc d'ajouter également comme devise même de la post-littérature ? Il faut ainsi se relever de la mort, la reculer à l'horizon de nous, pour que l'histoire puisse nous revenir et nous appartenir, pour que le monde soit un petit peu plus nôtre. On peut en prendre la mesure dans un premier roman, celui de Tanguy Viel, Le Black Note, paru en 1998 et qui se donne comme la fable même des temps de post-littérature. Ce roman présente l'histoire d'un narrateur qui semble revenu de la mort. Il l'a traversée, il l'a connue, il a enduré la disparition de Paul, son meilleur ami, et le récit débute alors au seuil égaré d'une mort dont il faudra faire le deuil. Dès ses premiers mots, Tanguy Viel est dans une parole de l'après-coup, dans l'écho d'un événement de mort où seuls les vivants parlent. Dans cette maison de convalescence où chacun erre et personne ne se trouve, Viel donne une parole qui veut oublier la mort, car il le dit sans attendre, dès sa première phrase, « Ici, je parle à tout le monde ». Et plus loin, il ajoute, « Je serai neuf ». Ce roman sera celui qui voudra se déprendre des fantômes et trouver le recrépuscule des choses. Il faut laisser la mort derrière soi, comme le dit encore Milo, le protagoniste précisément de Milo, roman de David Bosque, paru en 2009, où se donne à lire ce désir aussi, je cite, « ce dur désir de désastre qui a traversé chaque homme et chaque texte avant nous ». Car précise encore Bosque, il y a bien quelque chose de cancéreux chez les intercesseurs de la destruction, qui font mine de ne pas savoir que la catastrophe est advenue déjà et à notre demande plus que formulée. Fin de citation. Émile Auclame, relevez-vous. C'est sa formule. Et c'est le début de ce qu'il faudrait ainsi nommer après Bosque la littérature des relevailles, celle qui, d'un autre titre lumineux de Bosque, entend, je cite, « relever les déluges ». Dès lors, le contemporain ne connaît plus qu'une histoire, celle d'un monde qui voudrait survivre à ses ruines, revenir à soi et se relever depuis l'histoire de femmes et d'hommes qui entendent chacun survivre à la mort de la littérature. Le contemporain ne répond plus alors que d'une chaîne de verbes qui donne à son histoire sa ligne d'action la plus nue et la plus arrêtée. Se relever, apprendre à finir, continuer, réexister, car comme le dit Olivia Rosenthal, on n'est pas là pour disparaître. Cette chaîne de verbes décide d'une histoire dans laquelle chacun prend la décision de ne pas se laisser aller à la déréliction et à la mort, et tend sa vie comme un appel. Dans ces verbes que je viens de citer, on aura reconnu sans peine 2 titres de Laurent Mauvigné, tant l'œuvre de Mauvigné procède à son tour d'une décision méthodique du contemporain, celle de faire surgir un dire en capacité d'échapper aux impuissances et aux stérilités mortifères d'époque. On peut notamment se reporter ici à Autour du monde, paru en 2014, où se disent 14 histoires, comme autant de voyages et de traversées du monde, qui entrent chacun dans l'onde de choc du tsunami du 11 mars 2011 au Japon. Mais si les hommes, du Japon aux Émirats arabes unis, en passant par la Russie, endurent autant d'apocalypses intimes et extimes qui les conduisent à une mort à soi certaine et un renoncement à vivre, ils ne désirent qu'apprendre à finir pour continuer. Ils veulent continuer, car chaque contemporain est emporté dans la fable de cette décision qui le fonde, celle de sa recouvrance et de sa reviviscence.
Qu'on regarde ainsi dans ce roman, donc, Autour du monde, en particulier l'histoire contée par Mauvigné des frères d'Amérique, de ce frère qui traverse les États-Unis pour retrouver l'autre, pour retrouver ce frère qui écrit, qui rêve d'être Edgar Allan Poe et Hemingway, et qui vit désormais, à la grande stupeur de son frère, dans un renoncement absolu à l'écriture. Le frère qui n'écrit plus vit désormais comme chacun, dans le désert contemporain de l'écrire, dans la mort continue devenue quotidien de la littérature. Mais le frère venu le voir en Floride ne l'admet pas. Le frère réclame du frère qu'il écrive encore, et comme dirait George D. Duberman, malgré tout. Le frère endeuillé d'écrire fait du contemporain ce qui refuse la mort et n'accepte pas le chagrin. Il prononce alors par 2 fois la maxime solaire de ce qui refuse les démissions et qui peut tenir comme lieu d'exergue, d'exergue à la post-littérature, je cite, « Il faut bien que quelqu'un ne renonce pas ». Fin de citation. La catastrophe a eu lieu, mais il y a encore un être là du monde qu'il faut saisir et recommencer en soi. Car dit encore Mauvigné, après le tsunami, je cite, « Il y a encore des gens. Et parle, tu es vivant. » Ou comme le dit bien Joris Lacoste dans sa pièce « Comment faire un bloc », après tous les morts, je cite, « Il faut encore chanter. » Car, le dit enfin Mauvigné des Loin d'eux en 1999 dans son premier roman, sans doute faudrait-il définir l'écriture comme ce qui consiste à trouver, pour échapper à toute mort, je cite, « un espace qui s'ouvrirait devant soi, comme un trou dans un mur, issue nouvelle dans l'ancienneté du monde. » Fin de citation. Revenir au monde, y revenir en survivant et en survivant, c'est retenter pour la post-littérature l'étreinte rêvée des choses et œuvrer à rebours de tout solipsisme à une véritable physique de la littérature. Le poème peut-il du réel ? S'interroge à l'orée de son œuvre Stéphane Bouquet, qui se rend compte qu'en dépit de tout, du titre de l'un de ses recueils, un monde existe. Il faudra donc étreindre ce réel qui demeure encore. Il faudra recommencer la diction du réel depuis le verbe qui reste et qui sera échappé de la page pour entrer dans le grand hors-livre. L'après-littérature se donnera alors comme une littérature qui sera hantée de recouvrance et dont la décision de survivre sera portée par ce qu'il conviendrait de nommer une énergia qui entend se déprendre de la page noire pour se jeter dans le monde. Et cette énergia se fait double, d'abord ontologique, puis rhétorique. En effet, à la renaissance de l'histoire et du monde tels qu'ils sont encore, il existe un désir, celui de ce quelqu'un qui ne renonce pas, chez Mauvigné, et ce désir se donne comme métamorphique. Car notamment chez Toledo et Bosc se dit une soif, qui est l'intransigeance d'un vivre. En effet, dans Milo, celui qui ne va cesser de répéter, je cite, « jusqu'à nouvel ordre, je suis mort, tout le monde est mort, tout est cassé », fin de citation, va également mettre en évidence cette énergia sous le vocable de soif, comme suit. Il dit « Et ce qu'on veut ici, c'est montrer et dire une soif, et pas qu'on est seul capable ici-bas, tandis que les autres sont des cons, de vivre comme un homme. » Fin de citation. Cette soif veut se saisir de la matière du monde, car il s'agit ainsi, que le précise David Bosc, de trouver, je cite, par la soif, un rapport charnel au grand fatras du monde, une part de forge et de sorcellerie, pour s'en faire des exercices spirituels aussi, et se remettre un peu debout. Fin de citation. La soif est le mot monde pour dire en un souffle retrouvé l'étreinte à accomplir des choses. La soif se donne aussi à voir chez Camille de Toledo, qui pour sa part la relie encore plus étroitement à une défaisance de la mort de la littérature, notamment dans le livre de la faim et de la soif. Le personnage principal y livre son odyssée, celle d'un homme qui souffre de n'être que livre à moitié, car il veut, je cite, « s'arracher aux phrases mortes », fin de citation, et à ce qu'il nomme encore les mots maudits et les rivières exténuées de la langue. Fin de citation. La soif devient l'outil narratif qui tire le récit de l'avant et lui donne son élan discursif, à savoir sa formule de contre-mort. Partant, cette intransigeante soif porte l'écriture vers son point inédit de post-littérature et lui donne sa puissance rhétorique, donc, qui est de revenir de la mort. Un double mouvement rhétorique, donc, emporte la post-littérature vers son accomplissement, qu'il serait opportun, sans doute, d'articuler entre 2 figures clés, l'aposiopèse, d'une part, et l'hypotypose, de l'autre. En premier lieu, l'aposiopèse, si vous vous souvenez, est cette figure de rhétorique qui coupe la parole, interrompt le flux continu pour suspendre le mot lui-même. À ce titre, l'aposiopèse permet à l'écriture de renaître en se confrontant au discours impossible qui empêche la parole solitaire d'un homme de surgir et de vivre. Entre réticence et suspens,
L'Aposiopèse se loge, par sa science de l'interruption, au cœur des récits de l'après, déploie une trame narrative pour que les discours endoxaux et clichéiques sur la mort cessent enfin de déployer leur force oppressive et occlusive. On peut notamment se saisir ici de l'absolue perfection du crime de Tanguy Vielle, qui dévoile une histoire qui est celle de tout homme de l'après-littérature. Dans une ville bretonne, effondrée de fatigue, Pierre, le narrateur et mafieux hagard, s'affronte à son meilleur ami et bientôt faux frère, Marin. Après 3 ans de prison, Marin revient pour le casse du siècle, mais rien ne se passera comme prévu. Des hommes mourront, mais Pierre parle. Des hommes sont morts, mais Pierre parle. Pierre écrit, bien des années après, dans un grand après, pour tenter par son récit de faire taire les grandes phrases de Marin, ces phrases mortifères qui l'empêchaient de vivre et qui le tenaient dans une terreur d'abord sourde, puis franche. Par son récit, il veut faire, aposiopèse, des phrases matérielles si lourdes de Marin pour lui imposer un silence, par lequel, par contre-coup, Pierre pourra littéralement, comme dirait Godard, vivre sa vie. Dans le contemporain, tout se passe comme si l'Energia voulait arrêter le langage sur lui-même, voulait par le récit arrêter la langue, l'être mort du langage. Ici, le contre-livre du contemporain consiste avec force à écrire contre Marin, contre sa phraséologie, contre lui. Le souhait le plus affirmé qui se donne à lire dans l'Aposiopèse, que Pierre intime enfin à Marin par son récit, consiste à la vérité à offrir une narration non plus mimétique, mais cathartique, pour retrouver un atome sans filtre, la matière la plus nue et la plus désentravée de langage du monde lui-même, rendue enfin à sa matérialité la plus absolue, la plus affirmée, la plus déparlée possible. S'offre enfin alors le second moment de la physique de l'après-littérature, à savoir le déploiement de l'hypotypose qui fera de l'histoire du monde sa matière, décidément la plus nue et la plus pleinement directe. C'est sans doute l'une des figures parmi les plus désirées de la post-littérature, tant l'hypotypose, on s'en souvient, s'offre toujours comme le débord de tout texte, sa volonté même de dépassement. L'hypotypose est cette figure qui ne désire plus en être une, celle dont Pierre Fontanier disait qu'il ne s'agissait de décrire, de présenter les choses, il s'agissait de décrire, et de présenter les choses de manière si vive qu'on a l'impression qu'elles sont sous les yeux, qu'elles sont intimement vivantes. L'hypotypose veut quitter le livre, trouver la respiration de l'atome dans un dehors du texte qui est son dénouement et qui est le vœu profond de la post-littérature même. Elle donne à saisir ce que, contre Hölderlin et ses temps d'indigence, Stéphane Bouquet nomme les temps d'appétit, ceux du revivre après toutes les morts. Afin de saisir la mesure de l'hypotypose, on pourra penser ici à l'œuvre patiente et feutrée de Célia Oudard, et notamment de son premier roman, paru en 2007, Les Merveilles du Monde, où elle se fait le Marco Polo, d'une littérature du sensible qui guide la narration dans sa profondeur la plus affirmée, celle qui voudrait s'abandonner aux atomes. Dans ce roman s'offre l'histoire d'Igor, un photographe qui vit en toute quiétude, presque en orée de phrases, non loin de sa mère et de ses demi-frères, lui qui aime, je cite, à regarder la disparition des barrettes de réseau sur le rectangle de mercure de son téléphone portable. Par intermittence, depuis Lausanne, lui reviennent les éclats bruts et comme diffus d'un voyage au Mexique où il tomba amoureux de Monica. Mais un jour, Igor disparaît. Son appartement a comme disparu de lui. Le réel l'a comme oublié dans un atome dont il ne retrouve plus la place ni la phrase. Chaque chapitre de Oudard se donne ainsi comme une entrée silencieuse et muette dans la vie d'Igor, qui doit se lire comme une hypotypose de la matière. On s'attache à des détails, à des moments de vide dans le monde, où le monde parle dans une langue inconnue de la langue. Oudard cherche ainsi à faire parler les atomes, donner vue et vie à la matière pour se saisir de l'intensité folle du monde. C'est une grande anthologie du vivant, un geste antimémétique, anti-esthétique, pleinement, je dirais, esthésique, c'est-à-dire ce qui fait jouer le sensible au-delà de l'hégémonie du sens. L'après-littérature veut oublier la littérature et sa mort dans un grand bain de matière, un bain dans lequel émerge sans doute la figure la plus remarquable de cette post-littérature, c'est-à-dire le nageur, celui qui s'immerge dans la matière même, l'eau, traverse la matière pour s'y fondre, dire la sensualité à fleur de peau. Tout le monde nage dans l'histoire de ce monde qui est dans l'histoire, pardon. Tout le monde nage dans l'histoire de ce monde qui est une histoire de nageurs. Stéphane Bouquet passe son temps à nager comme Lord Byron. Les personnages de Laurent Mauvignier sont tout le temps à la piscine municipale. Ceux de Célia Oudard ne cessent de faire des brasses. Le Courbet de David Bosc se baigne tout le temps. Et donc, ici,
on voit le désir de nager jusqu'à l'épuisement pour rejoindre un monde, à chaque fois, dont les personnages seraient trop lointains. On comprend alors que dans ce que Stéphane Bouquet nomme encore, je cite, cette adorable palpitation de vivre, le livre de la post-littérature cherche à toute force à sortir du livre, à en démissionner du règne avancé, à paradoxalement dépasser le livre pour trouver une grande diction de la matière, comme si la matière voulait prendre la parole et supplanter la littérature dans sa matière à faire livre. Chez Tanguy Viel, par exemple, les narrateurs vivent dans le souci d'un décadrage du récit. Leur histoire est celle de la démission du récit par lui-même pour retrouver le monde, car ils en ont assez chez Tanguy Viel, ces personnages, de la littérature. Ils ne parlent que de quitter les livres qu'ils écrivent. De la même manière que Simon Johannin, qui dans L'été des Charognes, son premier roman paru en 2017, raconte une jeunesse à la campagne et désire dans cette jeunesse sauvage trouver la force d'ensauvager le livre, de lui donner sa métalepse, de le rendre à la sauvagerie attentive du monde. Comme s'il fallait désentraver le langage de lui-même, ou comme le dit successivement Bouquet et Quintane, je cite, « Imagine un monde sans première, personne, car, comme le dit Quintane, excellent ou pas, il n'y a plus personne pour accrocher la littérature au contexte, elle est en orbite. » Fin de citation. La post-littérature voudra donc faire toucher terre au texte et lui faire reprendre pied. Mais peut-être est-ce ici, avec Quintane notamment, et Bouquet, que se donne le projet le plus profond de la post-littérature, son histoire la plus reculée et la plus décidée pourtant, celle qui veut faire exister la post-littérature depuis le trou politique de notre temps, qui entend revenir de la mort du politique, revenir et survivre de la mort des idéologies, pour retrouver ce que serait un peuple, ou tout du moins un collectif. En ce sens, la post-littérature renverse toutes les perspectives modernes puis modernistes en tentant de devenir une littérature de la communication, une littérature férocement directe dont l'apostrophe serait le sens de l'appel ultime du lecteur à quitter le livre pour trouver le vivre et son agir dans le monde. On se souvient peut-être qu'une large part de la modernité s'était mise en quête de la fonction poétique du message, sa part formelle, celle que Roman Jakobson dessinait au cœur de son schéma de la communication. Dans un renversement inouï, ce qui est le plus difficile à atteindre, c'est paradoxalement la fonction fatigue du langage, le point de contact d'un être à l'autre qui ne s'offre en rien comme le postulat de la communication quotidienne, mais sa promesse toujours reculée à la conquête de laquelle la littérature entend accéder à tout prix. Il faut écrire un livre nerveux, dit encore Quintane, un livre vif, un livre de vitesse, prendre de vitesse le langage. Et c'est peut-être Cadio qui le dit, là encore avec force, je cite, « Je sais très bien ce qu'est la littérature, au point de vouloir en réaliser la maquette. Un peu comme les écorchés en plastique, l'œil arraché, les organes à nu, dans les salles de classe. Avec des mouvements en plus. Il faudrait que ça bouge. On devrait introduire un moteur quelque part. » Fin de citation. Quintane va ainsi se saisir de ce livre nerveux pour trouver le peuple qui doit rester au milieu des ruines, ce post-peuple qu'elle clame ainsi dans Tomate. Je cite, « Le peuple existe. L'individualité sérielle de masse ne l'a pas remplacé. Le peuple, c'est le peuple matérialisé par la masse humaine. Le peuple n'est pas une possibilité, il est effectif dès qu'il agit. » Fin de citation. La post-littérature aura à charge de s'offrir comme les histoires de ces moi qui veulent aller vers les autres pour trouver le monde, comme ce nouvel incipit du peuple et l'envers de ce trou d'inexistence à rebours de toutes les déplorations doloristes. Mais ce peuple n'est plus le peuple des idéologies ou du grand rêve du XIXe siècle. Le peuple sortira du livre pour trouver son frère, sa grande fraternité, comme s'en fait l'écho la poésie de Stéphane Bouquet. De fait, dans l'année de cet âge, jusqu'à Vie commune, ses recueils les plus remarquables, la poésie de Bouquet se place sous le signe lumineux de la recherche d'un peuple fait de frères. Cette quête s'affirme sans attendre à la lisière d'un monde existe. Je cite, « Il y a un peuple, ou tout du moins l'espoir d'un peuple, d'une affluence faite de gens et de passé et de mémoire continue dans des livres et des fois dans des corps vivants. Et on monterait dedans et on serait compris dans le mouvement général, et c'est le monde. » Fin de citation. Chaque poème de Bouquet dit le souhait du contemporain de trouver la vie commune, de trouver dans le frère l'âme sœur du vivant qui permettra de découvrir ce que Bouquet nomme encore la grande vivance des choses. Il faudra donc trouver, d'un homme à l'autre, d'une femme à l'autre, ce lien que Vielle ou Mauvigné perçoivent entre chaque être, ce sentiment, dit encore Bouquet, de super-être qui fera taire le livre pour l'ouvrir au vivre. Car en définitive, après la mort de la littérature, nous vivons dans une ère, celle peut-être du poème, qui voudrait s'imposer comme une après-forme, en quête d'informe, tant le poème pourrait incarner la formule forte de ce continuum des formes et du sensible qu'appelle la physique du contemporain.
et c'est sur ce point que je voudrais terminer, c'est que sans doute le poème a peut-être compris depuis longtemps, bien avant le roman, que l'heure du peuple a sonné et que par sa fraternité active, le poème est à même de rendre ce que la littérature entend désormais être, un sentiment. Car il nous faudrait le dire en conclusion de ce bref aperçu de l'histoire de moi, de l'histoire du monde et de l'histoire de l'après-littérature, nous vivons peut-être désormais dans un temps où la littérature est un sentiment. Vous voyez, finalement, je ne suis pas venu vous apporter de si mauvaises nouvelles que cela. Merci.